bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19 h. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. La suite d'ALPL, c'est l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir Muriel Salmona. Elle est psychiatre, spécialiste de la mémoire traumatique. Elle travaille sur les cas d'abus et de violences sexuelles. On va notamment revenir avec elle sur l'affaire Sarah Abitbol qui a débouché ce week-end, vous le savez peut-être, sur la démission du patron du patinage français. Avant de l'accueillir sur ce plateau, les tout derniers éléments, c'est avec Fabien Recker. Le règne de Didier Gaillaguet à la tête du patinage français a pris fin samedi. Alors que sa fédération est touchée par un vaste scandale de violences sexuelles, il a annoncé visiblement à contre-cœur sa démission. J'ai pris avec philosophie, avec dignité, mais sans amertume aucune, devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner de mon poste de président de la fédération. La ministre des Sports prend acte. Une enquête administrative visant la Fédération des sports de glace doit débuter lundi. Mais Roxana Maracineanu veut aller plus loin. On va recevoir tous les présidents des fédérations où il y a eu des témoignages aujourd'hui. On va aller dans les établissements où il s'est passé des choses, même si c'était il y a 30 ans. Cette question ne touche pas spécifiquement la Fédération des sports de glace, c'est plus large. Et évidemment, on va traiter tous les sujets là où ils se manifestent. Car dans la foulée des accusations de viol de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol à l'encontre de son entraîneur, c'est tout le sport tricolore qui est secoué par des révélations. Les dernières en date, celle de l'ancienne cavalière professionnelle Amélie Keguiner. Elle dit avoir été la proie adolescente de son encadrant. Dans les colonnes du Parisien, une cinquantaine d'athlètes de haut niveau ont lancé ensemble un cri d'alarme. Nous appelons à la création d'une cellule d'écoute des victimes, indépendante des fédérations, une cellule en capacité de saisir le ministère des Sports pour permettre le lancement d'enquêtes administratives et la saisine du procureur de la République. Pour ce médecin, qui préside une association indépendante d'aide aux victimes de maltraitance dans le sport, il est en tout cas urgent de briser la loi du silence. Il y a des facteurs prédisposants dans le monde du sport qui font que les prédateurs sexuels peuvent se faufiler beaucoup plus facilement pour approcher leurs potentielles victimes. C'est plutôt le contexte qui facilite les choses. Le ministère veut annoncer un plan d'action au printemps pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport français. Allons plus loin donc avec vous Muriel Salmona, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes psychiatre, spécialiste de la mémoire traumatique, on va y venir, chercheuse, formatrice en psychotraumatologie et en victimologie, présidente de l'association Traumatique et Victimologie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, le livre noir des violences sexuelles. Merci d'être avec nous. Est-ce que la spécialiste que vous êtes a été surprise de découvrir ces violences sexuelles dans le monde du sport, ou est-ce que par vos patients, vous saviez qu'il y avait un sujet ? Oui, non, ça, je n'ai pas été surprise. Ça, on savait depuis longtemps qu'il y avait un sujet et que de toute façon, les violences sexuelles sur les enfants, on les trouve dans tous les milieux. C'est-à-dire que vraiment, en sachant que majoritairement, c'est dans la famille et que de toute façon, c'est les proches. C'est dans plus de 90%, 94% des proches qui commettent les violences sexuelles sur les enfants. Donc le sport... Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de particulier au monde du sport, c'est-à-dire une parole peut-être plus difficile, une relation au coach ou à l'entraîneur qui est particulière, qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres milieux? Alors il y a effectivement un facteur d'emprise qui est vraiment très important dans le sport, avec les entraîneurs, le coaching, la proximité, le temps passé, l'autorité aussi, et l'ascendance des adultes sur les enfants, avec des enjeux très importants. Mais on peut le retrouver aussi, par exemple, dans les arts, dans la musique. À chaque fois qu'un enfant a un grand engagement, veut réussir, qu'il met une énergie très importante. Et qu'il veut faire plaisir à papa et maman. Voilà aussi, en fait, tout le monde en fait investit ses carrières sportives, ses carrières artistiques, avec d'énormes enjeux, et c'est ça qui permet effectivement une emprise d'autant plus importante. Est-ce qu'il y a un aveuglement, un déni de la part des parents ?
Comment expliquer qu'ils ne sentent pas, qu'ils ne voient pas, que ce soit dans le milieu du sport ou ailleurs d'ailleurs, mais peut-être dans le milieu du sport où il y a un enjeu, comme vous le disiez, où eux-mêmes ils ont envie que leur enfant devienne un champion. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'ils sont un peu aveuglés, d'abord par le déni de la société, qui est en train d'être levé. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, de prendre conscience à quel point les enfants sont des cibles de prédateurs sexuels, qui sont c'est la majorité des victimes. La majorité des victimes, ce sont des enfants, justement. Donc ça, il faut le savoir. Que ça peut toucher tous les milieux, toutes les situations. Et puis, ce qui souvent peut aveugler les parents, c'est aussi la valeur que transmet le sport ou l'art, où on se dit que c'est un milieu sécurisé, un milieu où il y a un certain huis clos, en fait. Et or, c'est d'autant plus une situation qui peut être à risque. Et c'est vrai que tout le monde se focalise beaucoup plus sur l'enjeu que sur ce qui se passe exactement dans le vestiaire ou à tout moment, en fait. Le livre de Sarah Abitbol est intitulé Un silence. Alors, il y a le silence parce qu'on ne veut pas dire, et puis il y a le silence parce qu'on ne se souvient pas. C'est le cas de Sarah Abitbol qui a été frappée par ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Le grand public l'avait déjà un petit peu découvert, ce phénomène, au travers de l'histoire de Flavie Flament, ce qui pose la question des délais de prescription des crimes sexuels. Vous souhaitez les supprimer, mais avant que vous développiez, je voudrais qu'on interroge la sénatrice Victoire Jasmin sur ce sujet. Elle est en salle des conférences avec Fanny Conquier. Elle va nous livrer son analyse et ensuite elle aura une question pour vous. D'accord. Oui, Victoire Jasmin, on le sait, les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs ont été portés à 30 ans. Est-ce que selon vous, c'est suffisant ou est-ce que vous seriez favorable au fait de porter ces crimes, de les rendre imprescriptibles ? Je suis vraiment d'accord pour qu'on rende imprescriptible ces situations-là, dans la mesure où, quand il s'agissait de passer de 20 à 30 ans, j'étais d'accord, et aller au-delà, c'est nécessaire aujourd'hui, quand on se rend compte que maintenant, on a une réalité, on a des jeunes athlètes qui disent ce qui leur est arrivé il y a quelques années, il y a 30 ans, il y a probablement d'autres. Donc il y a à la fois un travail à faire sur la prévention, intensifier la prévention auprès des enfants, auprès de leurs parents, et aussi toutes les personnes qui tournent autour des enfants dans le cadre de la parentalité, parce qu'il y a un lien de confiance entre les parents et les entraîneurs et les clubs. Et les ligues, enfin toutes les personnes, en tout cas physiques et morales, qui ont à prendre en charge les enfants, notamment dans le domaine du sport, mais il n'y a pas que dans le domaine du sport qu'il y a ce genre de prédateurs. Il faut également, au-delà de la prescription, parce que ça devrait être imprescriptible quand on regarde la réalité, il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation de déni, qui sont choquées, et les psychotraumas, tels que l'appréhende la psychiatre, on voit bien que ce n'est pas du jour au lendemain que certaines personnes ont la possibilité de parler, parce que ou bien la peur, ou bien le choc font que les personnes ne parlent pas toujours. Mais sur cette imprescriptibilité, certains disent que passé un certain délai, les témoignages, les preuves sont difficiles à réunir et qu'il est difficile de faire un procès. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au-delà du procès, je crois qu'il faut prendre en compte la personne qui est victime, parce que cette personne, elle est en souffrance. À partir du moment où elle n'est plus dans le déni, où elle a envie de parler, il va falloir quand même l'écouter, l'entendre, parce qu'il s'agit de cette personne-là qui est en souffrance, et ça peut lui conduire effectivement jusqu'au suicide. Donc moi je crois qu'il faut à tout moment permettre à une personne qui serait victime d'une violence sexuelle de parler, de dénoncer, d'accuser, dès lors qu'elle a elle-même en conscience la réalité des faits. Parce qu'il s'agit de témoins, mais quelquefois on voit que les témoins sont eux-mêmes le déni. Ils ne veulent pas parler, ils n'ont pas envie d'être pris en compte non plus. Mais ce que je dis également, c'est qu'il faut aujourd'hui, et là je salue le courage de la ministre d'avoir fait la pression pour qu'il y ait cette démission. On doit pouvoir légiférer pour que ce soit imprescriptible, parce que trop de personnes sont en souffrance. Et il faut une traçabilité également des prédateurs. Il le faut. Une traçabilité parce que les gens passent, et là dans le reportage je le disais, les personnes peuvent passer d'une organisation à une autre sans qu'on puisse savoir que ces personnes, ce sont des personnes qui sont capables de faire les pires choses. C'est odieux. Vous le savez, Muriel Salmona est en plateau. Je vous propose de lui poser une question. Vous pouvez regarder la caméra et donc l'interroger, poser une question sur ce sujet. Oui, alors je souhaite vraiment que l'on puisse faire en sorte qu'il y ait une traçabilité
des personnes qui sont des prédateurs sexuels, des pédophiles, pour que ces personnes-là n'agissent plus en toute impunité, sans que d'autres personnes n'aient connaissance de leur passé. Parce que très souvent, que ce soit dans le domaine du sport, dans l'éducation et nationale et dans d'autres domaines, eh bien, ces personnes partent. Alors, il faut vraiment la prévention, mais il faut aussi pouvoir identifier à tout moment tous ceux qui sont des violeurs, des pédophiles, des prédateurs sexuels, pour éviter le pire à d'autres personnes. Voilà, alors on attend donc la réponse de Muriel Salmona. Est-ce que le système actuel est suffisant justement donc pour identifier ces personnes? Alors on va laisser répondre Muriel Salmona, je vous en prie. Alors non, il n'est pas encore suffisant, même s'il s'améliore, même si c'est des questions qui ont été posées et avec des réponses justement qui ont été apportées dans le rapport qui a été fait sur les violences institutionnelles, les violences sexuelles institutionnelles. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un vrai problème, par exemple, pour les bénévoles de suivi. Il faut qu'il y ait la possibilité d'accéder en fait, aux fichiers des auteurs de violences sexuelles. On a amélioré les choses puisqu'on a augmenté la peine pour ceux qui téléchargent des photos et des vidéos pédocriminelles qui est passé à 5 ans, donc du coup avec une inscription systématique dans le fichier. Mais il faut aussi pouvoir accéder au casier judiciaire. Enfin, ça, c'est un vrai problème et qui passe aussi par justement la levée aussi de la prescription pour qu'on puisse suivre justement ces prédateurs sexuels et que le plus rapide, qu'on puisse vraiment les identifier et le dépistage, c'est-à-dire qu'on puisse permettre aux enfants de pouvoir parler. Mais il ne faut pas attendre qu'ils parlent, ils mettent beaucoup de temps à parler pour plein de raisons, justement, par rapport à l'emprise, la honte, la culpabilité, les troubles psychotraumatiques. Et la mémoire. Oui, justement, les troubles psychotraumatiques avec la mémoire, les menaces, les pressions, enfin, tous ces éléments-là font que, avant qu'ils parlent, il s'écoule plusieurs années, des dizaines d'années. Donc, on ne peut pas attendre qu'ils parlent, donc il faut aller vers eux. Et il faut que tous les professionnels qui s'occupent des enfants dépistent et posent systématiquement la question. C'est le seul moyen de pouvoir accéder et permettre d'identifier tous ces prédateurs. Ce phénomène d'amnésie traumatique, on le connaît depuis assez peu de temps. Comment ça fonctionne? Comment la mémoire revient? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce que c'est le corps qui parle avant la tête? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est fréquent? Oui, alors ce phénomène d'amnésie traumatique, il est connu dans le grand public depuis peu de temps, mais on le connaît, nous, bien entendu, depuis beaucoup plus longtemps. On l'a observé. Dans tous les traumas graves, on l'observe, pas seulement dans les traumas sexuels. Et on sait que, par exemple, pour les enfants victimes de violences sexuelles, c'est au moins 40% qui vont avoir une amnésie traumatique complète. Et plus ils sont jeunes, plus le risque est grand, plus les faits sont commis par un proche, plus le risque est grand aussi. Et plus c'est un viol, plus le risque est grand. Donc ça peut aller jusqu'à 60%. Donc c'est fréquent et c'est lié à des mécanismes de sauvegarde que le cerveau met en place pour éviter un stress extrême qui représenterait un risque vital. Donc l'état de choc fait que le cerveau disjoncte et déconnecte le circuit émotionnel et de la mémoire. Et du coup, ce n'est pas les personnes qui se protègent en oubliant, c'est le cerveau qui déconnecte les émotions. Les faits ne sont pas oubliés, ils sont là, présents, mais ils ne sont pas accessibles parce qu'ils sont dans un brouillard total. Ils sont non connectés en fait, avec les émotions. Et dans les cas qu'on connaît, qu'est-ce qui fait que la mémoire va revenir? Alors, le plus souvent, l'amnésie traumatique dure d'autant plus que la personne continue à être exposée à des violences, à l'agresseur, au contexte de l'agression ou à de nouvelles violences. Donc, le facteur qui permet le plus de sortir de l'amnésie traumatique, c'est la protection. C'est de protéger les enfants et le soin aussi, mais c'est essentiellement le point de départ, c'est la protection. Et aussitôt que les personnes sont protégées, sont de plus en plus éloignées en fait du système agresseur, à ce moment-là, la mémoire revient, mais elle revient par l'intermédiaire d'un allumage de la mémoire traumatique qui est une mémoire très particulière qui est liée au trauma, qui va faire revivre à l'identique les événements. Et c'est un véritable cataclysme, en quelque sorte, avec un peu comme une torture, parce qu'on revit les pires moments, les mêmes émotions, la même terreur, le même dégoût. Ça, Sarah Abitbol le décrit très bien. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, du coup, les faits reviennent comme une machine à remonter le temps et très précis. C'est pour ça qu'aussi, quand on dit, oui, mais c'est trop long, si on met 30 ans, c'était l'argument après la majorité,
ça va empêcher de pouvoir qualifier les faits. En fait, de toute façon, ils sont très peu qualifiés dès le départ, puisqu'il y a 74% de classement sans suite, justement par défaut de qualification. Oui, donc ça change rien. Donc ça change rien. Et puis, en fait, c'est faux, parce que plus on attend, plus les faits vont revenir grâce à cette mémoire traumatique de façon très précise, avec si on analyse la mémoire traumatique, on le fait au niveau international avec Denis Mukwege pour pouvoir reconnaître les victimes de viols de guerre, etc. Ça permet de faire une analyse médico-légale qui peut corroborer les faits. Et puis, il y a de plus en plus de victimes qui parlent, en fait. Plus on attend, c'est ce qu'on voit, plus on attend, si on ne les dépiste pas, malheureusement pas avant, plus elles vont être nombreuses à parler, donc plus on aura d'éléments pour effectivement identifier ce qu'elles ont subi. On a entendu la sénatrice Victoire Jasmin parler de pédophilie. Je vous entends parler de pédocriminel, de pédocriminalité. Il y a un sujet sur ce mot ? Oui, il y a un sujet, parce que la pédophilie, d'abord, c'est pas un terme juridique, c'est un terme médical qu'on n'utilise même plus. C'est une étymologie très particulière, puisque c'est celui qui aime les enfants. C'est présenté comme une orientation sexuelle, ce que les viols et les agressions sexuelles commises sur les enfants ne sont pas. Donc on préfère vraiment parler de pédocriminalité, sinon ça minimise les faits de viol, d'agression sexuelle, de pédocriminalité, comme pour les adultes. Sinon, pour les enfants, on fait quelque chose d'un peu spécifique où ce ne serait pas tout à fait pareil. C'est récent, c'est récent ce débat autour de ce mot. Mais nous, ça fait très longtemps qu'on le... Mais le grand public... Le grand public. Et c'est bien parce qu'on est monté au créneau et les journalistes nous ont entendus. Et du coup, de plus en plus, effectivement, ils font attention. Abus sexuels aussi. C'est très spécifique aux enfants. L'abus, c'est l'abus de vulnérabilité ou l'abus de confiance, mais ça ne représente pas du tout, c'est pas du tout représentatif des faits. Il ne s'agit pas d'abus, il s'agit d'agression, de viol, donc de crime. Et du coup, il ne faut pas utiliser ce terme-là qu'on n'utilise pas aussi pour les adultes. Donc là, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, ne serait-ce que pour les victimes. Pareil pour la pédopornographie. La pornographie, c'est la représentation indécente de la sexualité. Là, il s'agit pas on ne peut pas parler de sexualité pour ces vidéos et ces photos. C'est de la pédocriminalité sur le net. Faut être vraiment très précis, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un déni, une minimisation, qu'on n'a pas voulu voir cette réalité-là. On n'a pas voulu savoir aussi les conséquences gravissimes que ça peut avoir, l'ampleur du phénomène. Il y a une fille sur 5, un garçon sur 13 qui vont subir des violences sexuelles. Les conséquences sur la santé sont très très lourdes. Mais justement, vous avez publié avec l'Ipsos une enquête sur les violences sexuelles. On va juste regarder quelques chiffres parce qu'on en a retenu quelques-uns. Violences sexuelles subies dans l'enfance. On a retenu ces chiffres. Et il y en a plein d'autres, évidemment, et vous allez sûrement les détailler. Près de 50% des victimes ont fait une tentative de suicide. 77% évaluent comme important l'impact sur leur santé mentale. 79% des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies et l'état de santé des victimes. Je ne vous cache pas que c'est ce chiffre qui nous a le plus surprise à la rédaction. Oui, alors effectivement, les conséquences sont extrêmement lourdes et à long terme. Elles ne sont pas uniquement d'ailleurs sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique et aussi sur la vie quotidienne, la sexualité, la vie professionnelle, les risques de précarité. En plus des chiffres qu'on a vus, on a 50% qui font aussi des épisodes dépressifs à répétition, 50% qui ont des conduites addictives, mais il y a aussi toute la santé physique avec des troubles cardiovasculaires, immunitaires, digestifs, pulmonaires, neurologiques. Enfin, c'est vraiment très très lourd. Et alors que c'est un problème de santé publique majeur reconnu par l'ONU, par l'OMS, et la communauté scientifique internationale a fait énormément d'études, les médecins sont encore très peu formés au psychotraumatisme et aux conséquences des violences sur la santé. Pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure, on emploie les mauvais mots, on a une mauvaise vision du problème. Et puis une sorte de déni qui a perduré. Et le déni est lié aussi à une vision négative des victimes qui auraient moins de droits, moins de valeur. Vous savez, c'est aussi, vous savez que les femmes et les filles sont les principales victimes de loin des violences sexuelles. Là, dans notre enquête, c'est 80% de filles qui ont subi des violences sexuelles et 20% de garçons. Que les plus précaires, les plus vulnérables subissent le plus de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'un enfant handicapé a 6 fois plus de risques de subir des violences sexuelles. Donc, dans une société très hiérarchisée qui a tendance à être inégalitaire, les victimes vont être beaucoup plus exposées. Plus elles seront en situation d'inégalité, plus elles seront exposées et moins elles seront prises en charge, reconnues, entendues. Leur parole n'aura
pas de valeur. Et là, ce qui est très cruel dans la situation des enfants, c'est que toutes les conséquences psychotraumatiques qui sont des preuves des violences qu'elles ont subies vont être retournées contre les victimes comme des éléments entachant leur crédibilité. C'est-à-dire que, ou mettant en cause la qualification des crimes ou des agressions sexuelles. C'est le cas, par exemple, de la sidération, où le fait de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir pu se défendre va être reproché à la victime. La dissociation avec l'amnésie traumatique, où on va reprocher à la victime de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas être partie, de ne pas émettre des doutes même. Hein. Les dépressions à répétition, tous les troubles psychotraumatiques, les conduites addictives vont être reprochés à la victime en disant oui, mais elle a des troubles psychiatriques, donc elle n'est pas crédible. Enfin, c'est tous ces éléments-là. En plus, les victimes, 50% des victimes vont traverser des situations de grande vulnérabilité, de précarité. Donc, du coup, leur parole va être aussi moins crédible. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Oui, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui a fait qu'on ne s'est pas préoccupé du psychotrauma comme on aurait dû, et que là, nous, on réclame, et ça, vraiment, c'est très important, d'abord que ce soit reconnu comme un problème de santé publique majeur, ce que demande l'OMS, et on réclame aussi que les médecins soient formés dès le début de leurs études médicales, hein, tous les médecins. On sait que, par exemple, en psychiatrie, 60 à 70% de la psychiatrie, c'est de la psychotraumatologie. Et que les psychiatres ne sont pas formés en psychotrauma. La plupart des psychiatres ne sont pas formés. Donc on est dans une situation folle et qui entraîne une perte de chance épouvantable pour les victimes, parce qu'elles le disent quand on leur pose la question, les premiers professionnels auxquels elles veulent avoir recours, ce sont les médecins et les psychiatres, puisqu'elles sont très impactées, et que du coup, ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils vont pas être là. Qui est votre interlocuteur? C'est Marlène Schiappa? Marlène Schiappa, c'est Adrien Taquet aussi, bien entendu. Et vous ne sentez pas d'oreille attentive? Alors si, j'ai été entendue de nombreuses fois, que ce soit par Marlène Schiappa, que ce soit par Adrien Taquet, même par le président de la République. Donc j'espère que ça va vraiment faire changer les choses. Quand, à la MIPROF, à la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences, on avait fait une étude justement auprès des étudiants en médecine en 3e et 4e cycle qui montrait qu'ils étaient plus de 80% à n'avoir jamais entendu parler de prise en charge de victimes de violences ou de soins en psychotraumatologie. Et quand vous voyez des polémiques autour des Césars, par exemple, sur le fait qu'on puisse potentiellement récompenser un Roman Polanski qui est accusé d'agression sexuelle et de viol, vous vous dites que la société recule ou que c'est a priori pas à la société? Non, c'est pas. Enfin, c'est qu'elle reste bloquée justement sur la culture du viol, sur le fait que la culture du viol, c'est tout ce qui va minimiser les violences, mettre en cause la victime et au contraire soutenir l'agresseur. C'est-à-dire considérer que l'agresseur, en fait, non, c'est pas si grave, ou c'est quelqu'un qui est tellement important que l'on peut pas le mettre en cause. Et Gabriel Matzneff qui a été, disons-le, boycotté ensuite. Une fois que des victimes s'étaient exprimées? Bah oui, je veux dire, il faut voir le temps que ça a pris, alors que nous, on en parlait depuis longtemps, et d'un seul coup, ça prend. Alors ça, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que ce soit pour tous ces prédateurs, il y a une situation qui est d'une injustice totale, et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la prescription. Parce que ça veut dire que des mêmes prédateurs qui commettent des crimes sur de nombreuses victimes, certaines victimes ne vont pas avoir accès à la justice, et d'autres vont avoir accès. Donc moi, je voudrais qu'on remette en place l'amendement qui avait été voté au Sénat, qui était proposé par le gouvernement, où pour un crime, s'il y a un même crime avec un même agresseur, il y a une levée de la prescription. Je veux aussi que pour tout ce qui est amnésie traumatique, troubles psychotraumatiques, il puisse y avoir une levée de prescription comme obstacle majeur, l'article 9.3. Nous, on veut aussi une imprescriptibilité et on veut effectivement qu'il y ait un meilleur dépistage, une meilleure écoute des victimes, qu'il y ait des commissions pour vérifier que toutes les procédures sont faites de façon correcte. Donc c'est tous ces éléments-là. Et qu'il y ait un soin, qu'on offre, qu'il y ait une offre de soins qui est excessivement importante, parce que toutes les atteintes neurologiques qui sont liées aux violences récupèrent. Donc il est absolument essentiel de soigner les victimes. Et l'appel est lancé. Merci infiniment Muriel Salmona d'être venue nous parler de ces sujets avec cœur. La suite d'ALPL, c'est notre grand débat. Nous revenons sur le 4e Conseil de défense écologique. Depuis le début du mandat, Emmanuel Macron est très offensif dans son discours en matière d'environnement, avec son fameux slogan « Make our planet great again » et dans les actes symboliques. Il se rend d'ailleurs demain sur la mer de glace, le plus grand glacier français victime de la hausse des températures. Mais les actes sont-ils à la hauteur? Quel bilan à mi-mandat face à l'urgence climatique? On ouvre le débat ce soir avec nos invités. Mais d'abord, retour
sur les annonces de l'exécutif avec Hugo Lemonnier. Le chef de l'État, impatient de tourner la page des retraites. Emmanuel Macron prend un tournant écolo à quelques semaines des municipales avec 20 mesures pour la planète. Et un thème phare, la lutte contre l'érosion du littoral. D'abord, dans les espaces menacés à court terme, d'ici 30 ans, pour interdire les nouvelles constructions, en relocaliser certaines, recréer des dunes, des forêts, des prairies qui limitent l'érosion. Mon ministère vient de retenir 7 candidats que nous allons accompagner pour mettre en œuvre ces solutions fondées sur la nature. Autre mesure, la création d'un parc national et de 4 nouveaux parcs régionaux, comme ici en baie de Somme, avec pour ambition d'augmenter de moitié la surface des aires protégées. Des intentions louables pour l'opposition écologiste, qui dénonce tout de même un opportunisme électoral. On peut toujours sourire du fait que le président de la République convoque ses comités de défense écologique à chaque fois, quelques jours, quelques semaines avant l'échéance électorale. Et pour marquer les esprits en ce début de campagne, Emmanuel Macron se rendra ce soir au pied du Mont Blanc afin d'annoncer de nouvelles mesures de protection du massif, avec comme objectif limiter l'afflux des touristes et leur impact sur la biodiversité. Avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Anne Bringot, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable transition énergétique au réseau Action Climat. Également sur ce plateau, Mathieu Cuib, bonjour. Bonsoir. Délégué général de l'Union des démocrates et des écologistes. Hervé Kempf, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Reporter. Reporter, c'est le quotidien de l'écologie. Reporter qui publie l'écologie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Et enfin, avec nous, Jean-Charles Collaroy. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes député La République En Marche de l'Isère et vous êtes membre du groupe d'études sur les objectifs du développement durable. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. On va revenir dans un premier temps sur les annonces d'Emmanuel Macron et on va se poser cette question. Sont-elles à la hauteur? Le premier sujet dont il a beaucoup parlé, c'est la prévention des inondations, l'érosion des côtes, l'extension des aires protégées à 30% de notre territoire. Bref, l'idée de la fragilité de la nature, la nécessité de la préserver. Anne Bringot, il ne prend pas beaucoup de risques, c'est des sujets assez consensuels. C'est très consensuel et c'est surtout pas vraiment à la hauteur de l'enjeu. On avait des petits pas, maintenant on est sur des symboles. C'est sympathique, mais ça ne fait pas une politique pour le climat. Ce qu'il faut, c'est respecter nos budgets carbone, ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qu'on a dit qu'on ferait. Et pour l'instant, l'écart, il est très important avec les objectifs fixés. Jean-Charles Collaroy, c'est de l'ordre du symbole. On n'en est même plus de l'ordre des pas, nous dit Madame Bringot. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord, les symboles, c'est important. Et puis ensuite, effectivement, nous sommes dans l'action. Qui c'est qui ferme les centrales à charbon? Eh bien, c'est notre majorité. Qui fait la fermeture de Fessenheim? C'est notre majorité. L'arrêt du projet Montagne d'Or en Guyane, c'est une décision d'un conseil de défense écologique d'il y a quelques mois. L'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, c'est notre politique. L'arrêt du projet Europa City, c'est notre politique. Donc nous sommes dans l'action. Il y a des symboles et protéger des territoires, le Mont Blanc, les littoraux, je pense que c'est plus que du symbole, c'est très important. Nous agissons au plan national pour réduire les émissions de CO2, mais ça prend du temps, il faut encore aller plus loin, je suis prêt à le concéder, on peut encore aller plus loin. Mais en revanche, nous sommes dans l'action et nous faisons déjà beaucoup. Hervé Kempf, on va en rester aux annonces d'aujourd'hui pour le moment. Emmanuel Macron a aussi présenté un grand plan de transition écologique pour les services publics, forfait mobilité durable, borne de recharge pour les véhicules électriques. Ce sont des solutions du quotidien, assure l'Élysée. On n'est pas dans les annonces choc là non plus. Non, et puis d'abord, ce n'est pas M. Macron lui-même qui l'a présenté, c'était Mme Elisabeth Borne à l'issue du Conseil de défense écologique. Reporter, on a suivi tout à l'heure. Malgré tout, je reviens sur la question des aires protégées. C'est un symbole, mais le problème, c'est quand on protège des aires protégées, mais qu'on ne se donne pas les moyens de les protéger vraiment, ça n'est plus du symbole, c'est une sorte d'étiquette, voire de mensonge. Pour vous, les moyens n'y sont pas ? Tout à fait. L'Office français de la biodiversité, qui est en cours de création, voit ses budgets diminuer, les agents sont en très grand malaise et vont plus s'occuper de chasse que de biodiversité. Et la deuxième chose, c'est l'Office national des forêts, qui est un organisme très important pour gérer
30 à 40% de forêts publiques en France se trouvent en grande difficulté et en voie de privatisation avec une gestion de la forêt très industrielle. Donc la question des aires protégées, il y a un effet d'annonce, mais les moyens derrière ne suivent pas. Quant à la question que vous me posez sur les moyens du quotidien, c'est très bien. C'est très bien d'inciter les fonctionnaires à ne pas utiliser de fourchettes en plastique. Et c'est très bien. C'est l'idée que l'État donne l'exemple. C'est peut-être de l'ordre du symbole, mais c'est important quand même. Mais une fois de plus, on n'est quand même pas à la mesure des enjeux, puisqu'on voit que sur beaucoup d'autres choses, Anne Bringot l'a rappelé, mais on voit qu'en matière de politique climatique ou en artificialisation des sols, là, on a vraiment des indicateurs qui sont très négatifs. Sachant que sur le forfait vélo, ce qui va permettre effectivement aux salariés d'avoir une indemnisation pour leur trajet pour aller travailler à vélo, ça va être ouvert aux fonctionnaires, c'était prévu dans la loi d'orientation des mobilités, mais c'est toujours optionnel pour les salariés du privé, c'est-à-dire que ça dépend de la bonne volonté de l'employeur. C'est pas contraignant, on vous oblige pas à prendre votre vélo. Non, mais on n'oblige pas l'employeur à le proposer à son salarié, donc ce n'est pas un droit qui est accessible à tous, et ça c'est vraiment dommage si on veut engager vraiment les salariés à prendre davantage vélo. Mathieu Cuyp, y a-t-il un décalage entre la réalité puis les annonces? Moi, je ne suis pas d'accord en réalité, puisqu'on en parle. Le président de la République, ou Mme Borne, évoque la question notamment du littoral, des zones submersibles. On parle de 50 000 personnes qui aujourd'hui vivent dans des zones inondables, dont le gouvernement propose aujourd'hui un plan de relocalisation hors de ces zones-là. Là, on parle vraiment du concret, du quotidien, de gens réels qui ont, et on l'a vu ces derniers jours avec les différentes tempêtes qui ont touché nos côtes, subissent de plein fouet le changement climatique. Et en réalité, c'est un plan à 2050 puis 2100 qui touche 50 000 de nos concitoyens. On est absolument dans le concret. On n'est pas uniquement dans le petit pas, dans l'incantation ou dans les mots. On est dans une politique réelle. Et par ailleurs, sur le vélo, ça semble anecdotique comme ça, mais c'est aussi la volonté de faire en sorte que l'État soit exemplaire, mais aussi changer une culture au sein de l'État. Et en réalité, de l'administration, de nos fonctionnaires qui doivent être exemplaires et qui doivent eux aussi prendre le tournant du changement climatique et des nouvelles mobilités. Alors vous disiez que c'est Elisabeth Borne qui a fait effectivement les annonces cet après-midi à l'issue de ce Conseil de défense écologique, mais il y a eu l'entretien d'Emmanuel Macron au Dauphiné libéré, avant demain qu'il se rende sur la mer de glace. Le président de la République qui, dans cet entretien, a notamment jugé que le nucléaire, c'est une chance historique. La production, parce que c'est la production non intermittente la plus décarbonée au monde. Anne Bringot, votre avis là-dessus? Le nucléaire, est-ce que c'est une énergie verte? Alors pas du tout, je crois qu'Emmanuel Macron se renseigne un petit peu plus sur le système électrique et les possibilités. En France, on a un système électrique où on a encore beaucoup de nucléaire. Il faut savoir que l'électricité en France, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est très très peu. Les problèmes, c'est le transport, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie. L'électricité, ça ne représente quasiment rien, et dedans, on va fermer les centrales à charbon, c'est 2% encore en moins. Maintenant, le choix qu'on a, c'est on a des centrales nucléaires qui sont vieillissantes. Le choix, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les remplacer? Est-ce qu'on fait du nouveau nucléaire avec une électricité extrêmement coûteuse et on ne sait même pas si ces EPR avec vont démarrer très compliqué actuel, et avec des déchets nucléaires, ou est-ce qu'on va vers un système 100% énergie renouvelable? Et c'est ça le choix dont on sait que maintenant que c'est beaucoup plus compétitif. Tout ça, évidemment, avec des économies d'énergie à la clé, puisque l'idée, c'est pas de laisser les gens avec des passoires énergétiques, c'est pas de dépenser l'énergie à tout va, c'est bien de réduire cette consommation d'énergie et de la couvrir à 100% par des énergies renouvelables. Ça va créer en plus beaucoup plus d'emplois localement, c'est vraiment une question aussi d'aménagement du territoire et de développement d'activités pour les agriculteurs, pour les territoires ruraux. Jean-Charles Colleroy. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, il dit tout simplement une vérité, c'est-à-dire que la France peut être fière d'avoir aujourd'hui un mix énergétique décarboné. Ça fait sa force aujourd'hui aussi en Europe et pour donner l'exemple. Mais je crois qu'on peut être pour le développement des énergies nouvelles, mais sans être anti-nucléaire. Et c'est la voie que prend la France. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous avons des plans très ambitieux à 5 ans, à 10 ans, de développement de l'éolien, du solaire, des énergies thermiques. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'électricité, mais il faut parler aussi de la thermique. Si on veut décarboner les transports et avoir plus de véhicules électriques, il faut que ça soit avec une énergie verte, décarbonée. Ça peut être du nucléaire, ça peut être des énergies nouvelles, mais c'est dans l'équilibre entre ces différentes sources d'énergie que se trouvera la voie de la France, et pas dans une vision purement anti-nucléaire. Hervé Kempf.
Oui, c'est un numéro d'équilibriste, ce que dit Emmanuel Macron, ou est-ce que vous êtes d'accord ? Non, c'est pas un numéro d'équilibriste, c'est le numéro de communication de quelqu'un qui prétend faire de l'écologie et qui en fait n'en fait pas du tout. En deux mots, c'est une caricature, monsieur. C'est une caricature. C'est une caricature. C'est pour ça que la fermeture des centrales à charbon. C'est pour ça que je vais argumenter maintenant, ce qui me permettrait de vous faire comprendre que ça n'est pas une caricature. Rapidement, pour ne pas prendre trop de temps. Le nucléaire, il y a une telle fragilité financière, technique, dans le nucléaire que ça n'est plus une solution d'avenir. Il va d'abord falloir gérer les réacteurs à démanteler, il va falloir trouver une solution pour les déchets, et on n'en a absolument pas à l'occurrence, et il va falloir trouver les moyens de financer EDF qui est en fait en grande difficulté économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Yann Bringot l'a redit, mais c'est tellement important que je me permets de réinsister, c'est qu'avant de parler de production d'énergie nouvelle, de biomasse, de nucléaire ou de pétrole, il faut parler économie d'énergie. La priorité absolue de nos politiques devrait être de faire des réductions de consommation électrique et énergétique. Parce que mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pensez que là, on ne fait pas ça ? Ça n'empêche pas l'autre, mais il faut se fixer comme priorité. Vous voyez, la réaction spontanée dans ce genre de réunion, c'est toujours de parler des systèmes de production et pas de parler de l'économie d'énergie, qui est à tout point de vue une solution beaucoup plus intéressante. Et c'est à partir de là, je finis là-dessus. Pardon, vas-y. Non, juste à partir de là qu'on pourra se poser la question, quand même, il faudra produire de l'énergie, et là, avec des énergies renouvelables. Excusez-moi, Anne Bringot. Il y a un mythe avec le nucléaire qui est que c'est une énergie abondante et peu chère. Alors, elle est plus peu chère, ça c'est clair qu'elle est de plus en plus coûteuse, mais on a toujours ce mythe qu'elle est très abondante, et donc on a laissé tomber en France les politiques d'économie d'énergie. Donc non, on voit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Clairement, si. On fait des choses. On peut faire pas plus. d'accord. Mais on dirait que tout est blanc ou tout est noir. C'est tellement caricatural ce que vous dites. On fait énormément de choses sur la rénovation des bâtiments. Le nombre de passoires énergétiques n'est pas en réduction, et le nombre de ménages en précarité. Mais bien sûr que si. On rénove chaque année entre 200 000 et 300 000 passoires énergétiques. Que vous me disiez qu'il faille en rénover plus, je le comprends. Que vous me disiez qu'il faille qu'on aille encore plus loin sur le changement de notre parc automobile. On fait aujourd'hui une prime à la conversion. On devait en faire 500 000. On fait 1 million de changements de véhicules. Ça, ce sont des politiques publiques. Mais là, quand on vous entend, on dirait qu'on ne fait rien. Mais c'est totalement faux. Totalement faux. La parole à Mathieu Kiep. Là où Jean-Charles Colasseroy a raison, c'est quand même de voir ce débat de manière extrêmement manichéenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la majorité, le gouvernement veut porter quelque chose, je pensais notamment à la suppression d'1 million de chaudières au fioul, par exemple. À chaque fois, on nous renvoie que ce sont des petits pas, des mesures de pacotille, etc., etc. La Montagne d'Or, Europa City, Notre-Dame-des-Landes, et j'en passe, les centrales à charbon. Sur la question du nucléaire, de toute façon, il y a évidemment une nécessité d'augmenter notre part d'énergie renouvelable. Ça, c'est clair. Le gouvernement, la ministre, dans le budget du ministère, on en a déjà débattu sur votre plateau, a cette année largement insisté sur justement le financement des énergies nouvelles, et que de toute façon, on va devoir fermer un certain nombre de centrales d'ici à 20 ans, et qu'en réalité, moi, je prône effectivement une augmentation de la part des énergies renouvelables, mais que la justesse, elle se joue dans ce mix énergétique qui est précieux, qui fait l'indépendance énergétique de la France, et qui va, à mon avis, dans le bon sens. On le voit en tout cas, eh bien, sur ce plateau, vous n'êtes pas du tout d'accord sur le bilan à mi-mandat du gouvernement. En sortie du Conseil de défense écologique, la ministre Elisabeth Borne, ce n'est pas étonnant, a défendu le bilan de l'exécutif. On l'écoute et on en parle juste après. Ce 4e Conseil de défense écologique incarne l'ambition intacte du président de la République et du gouvernement de mener une politique écologique massive et concrète qui bénéficie à toutes les Françaises et tous les Français. Voilà pour la prise de parole de la ministre tout à l'heure. Et puis je vais reprendre un petit peu ce que vous me disiez sur ce bilan à mi-mandat, le bilan environnemental de La République En Marche. C'est notamment l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, l'abandon du projet de méga-complexe Europa City, l'abandon de la Montagne d'Or en Guyane, la fermeture annoncée de Fessenheim. Est-ce que ce n'est pas beaucoup un bilan par là négatif ? Et on fait des transitions. Donc effectivement, il y a le fait d'assumer des fermetures. On peut y rajouter effectivement les 4 centrales à charbon d'ici la fin du quinquennat. Mais il y a aussi des aides. La transformation du crédit d'impôt en prime sur la transition énergétique pour que les ménages modestes puissent toucher directement des primes pour rénover leur logement. Le déploiement de 80 contrats de transition énergétique pour associer les territoires à cette transition et pour faire du développement durable, de l'aménagement du territoire. Il y a énormément
énormément de choses positives. Les transitions des véhicules, où on aide les citoyens qui veulent convertir un vieux véhicule avec un véhicule neuf et moins polluant, des forfaits mobilité. Donc il y a énormément d'aides et de mesures qui sont faites. Il y a aussi des fermetures et des choses symboliques, mais les deux sont complémentaires et nous agissons, et ce n'est pas du tout ce que j'entends. On doit aller plus loin, mais nous sommes dans l'action, et moi je veux défendre ce bilan. Oui, alors d'abord on va revenir sur les arrêts. C'est une très bonne chose d'arrêter des choses absurdes. Donc c'était une très bonne chose d'arrêter Notre-Dame-des-Landes, et c'était une très bonne chose d'arrêter Europa City. Ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne l'ont fait. Ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne l'ont fait, je vous ferai remarquer. Je vais finir une phrase. Donc c'était très bien de le faire. Ça n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas une lutte tenace, continue, obstinée d'écologistes, de gens sur place, d'élus, de citoyens, d'ONG qui ont fait qu'il y a ce qui s'appelle un rapport de force et qui fait qu'au bout d'un moment, le gouvernement a abandonné ses projets. Mais le gouvernement a quand même continué à faire le grand contournement ouest de Strasbourg, qui est un projet d'autoroute totalement absurde. Il vient, il y a quelques mois, d'autoriser le projet d'autoroute Toulouse-Castres. Dans tous les projets d'artificialisation micro qu'on voit à travers la France, il y a toujours le préfet ou l'État ou le gouvernement qui soutient ces projets. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'action des citoyens et des citoyennes qui permettent d'empêcher. Et après, si le gouvernement arrête Notre-Dame-des-Landes et Europa City, je vais vous dire bravo, et je suis content. Mais il ne faut pas oublier que ça ne tombe pas du ciel, mais que ça vient des citoyens. Mathieu Cuip. Alors, est-ce que cela n'est dû qu'au rapport de force, nous dit Hervé Kempf? Non, mais c'est dû au rapport de force. Mais quand nos amis écologistes, notamment d'Europe Écologie Les Verts, ont participé au gouvernement de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault entre 2012 et 2014, ils avaient un rapport de force interne et ils ne l'ont pas obtenu. Il y a aussi une volonté politique de cette majorité, pas uniquement, tu m'excuses, l'ensemble de la République En Marche, mais de l'ensemble des composantes de la Majo, qui pousse sur ces questions-là. Et l'obtention notamment de l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, de l'arrêt d'Europa City, de la Montagne d'Or, qui n'a pas été évidente parce qu'il y a des enjeux économiques. Moi-même, j'étais en Guyane il y a une quinzaine de jours, objectivement sur le territoire, même si les uns et les autres ont conscience de la nécessité d'éviter ces projets-là. Vous êtes dans des territoires où il y a 40% de chômage, 50% de chômage, et donc il a fallu aussi faire contre les collectivités locales, contre les grands élus locaux. Il fallait du courage, cette majorité l'a eu, et moi je pense qu'à un moment donné, le côté manichéen, c'est-à-dire vous êtes au pouvoir, tout ce que vous faites est nul, ça ne sont que des petits pas, je pense que ce discours est aujourd'hui plus audible. Et d'ailleurs, ça n'est pas le discours que je tiens du tout, monsieur Cuip. Je viens de dire au contraire que j'approuvais la décision du gouvernement sur Europa City. Quand une bonne décision est prise par le gouvernement, c'est grâce à la mobilisation des écologistes. Mais à un moment donné, reconnaissez aussi qu'il peut y avoir un bilan indépendant de la mobilisation. C'est pas toujours vrai. Le grand contournement ouest de Strasbourg, qui est une infrastructure largement aussi nocive et aussi lourde que celle qu'on a citée, il y a même eu des députés de votre propre majorité, Madame Vonner, si j'ai bonne mémoire, qui a été gazée par des gendarmes, des gaz lacrymogènes en pleine figure, alors qu'elle protestait très pacifiquement avec son écharpe tricolore. Donc voilà. Je pense qu'il y a vraiment ce qui manque, c'est une vision en fait de là où on veut voir aller la France et d'une cohérence des politiques qui soit à la fois écologique, économique et sociale. Et c'est ça qu'attendent les Français. Et il y a une petite lueur d'espoir, et là je pense que nous serons d'accord, c'est avec la Convention citoyenne pour le climat. On a 150 citoyens tirés au sort et qui viennent de tous les milieux, de toutes les régions françaises et qui débattent ensemble de comment réduire les gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Il y a des mesures du coup ambitieuses. Ils donnent des mesures pour l'instant qui ne sont pas actées, mais ils proposent pour l'instant sur la table une obligation de rénovation progressive, mais avec des moyens. Et ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut discuter. Un bonus-malus supplémentaire sur les véhicules. On ne peut plus continuer à avoir des véhicules qui émettent plus de gaz à effet de serre tous les ans parce qu'on a de plus en plus de SUV. Des mesures pour réduire le fret routier. Le fret routier augmente au détriment du fret fluvial et ferroviaire. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sain pour le climat. Des mesures également pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut nous donner une vision enthousiasmante et qui emmène les Français avec une justice sociale et des perspectives économiques. Il est intéressant aussi peut-être de noter qu'il y a eu un sondage là, qui a été fait récemment par ELAB pour Radio Classique, l'Institut Montagne notamment. Ce sondage, il montre que les Français, ils n'ont pas trop confiance dans la Convention citoyenne pour le climat, d'une part, et d'autre part, qui jugent sévèrement le bilan de la Macronie sur l'environnement. 66% des Français estiment que l'exécutif n'en fait pas assez pour contrer le dérèglement du climat. Jean-Charles Collaroy, finalement,
on le voit, même si action il y a, en tout cas, elle n'est pas bien perçue par les Français. Est-ce que ça, c'est quand même une source d'inquiétude et en tout cas un sujet sur lequel il faut mieux s'exprimer? Oui, moi je crois qu'on doit réexpliquer notre action, l'ensemble des lois que nous avons votées. Moi je fais partie de la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée. On a voté une grande loi sur les mobilités, une grande loi énergie-climat, une grande loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On a travaillé tous ces textes l'an dernier, jour et nuit, pendant des semaines et des mois. On parle beaucoup des retraites, de ce qui ne va pas, et on ne parle pas de ces avancées. Donc redire comment ça s'applique dans le quotidien des Français, réexpliquer. Et puis là où je rejoins Madame Anne Bringot, c'est que effectivement sur la Convention citoyenne sur le climat, là il y a une instance qui peut nous aider à trouver du consensus, à sortir par le haut de ces problématiques. Moi, je suis ces travaux de près et j'espère qu'on va pouvoir trouver une réussite collective d'ici quelques semaines à l'issue des travaux de cette convention. Très rapidement, Mathieu. En 2 mots, j'ai l'impression quand même que la perception de l'action de la majorité aujourd'hui, elle est différente parce que vous avez chez Europe Écologie Les Verts et chez une partie de la gauche radicale l'idée que notre discours de raison pragmatique est toujours perçu et toujours vendu comme du renoncement. Or, c'est pas vrai. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon qui explique que la loi, notamment que porte Brune Poirson sur le plastique, on aurait pu le faire en 1 an ou en 6 mois, évidemment, pour le grand public, c'est audible, c'est facile, c'est du prêt à mâcher. L'arrêt du plastique en 2040, effectivement, c'était un sujet qui a beaucoup marqué. Non, mais à un moment, vous avez aussi à prendre en compte, évidemment, la question de l'industrie, de l'économie, des emplois. On peut pas faire tout en un claquement de doigts. Et donc, évidemment, le discours de facilité face à un discours de raison, de gens pragmatiques qui ont les pieds dans la réalité, il est plus difficile à entendre, il est moins audible pour nos concitoyens. En tout cas, c'est un sujet aussi de regarder l'évolution du climat. Si on dépasse les 1,5 degré ou les 2 degrés, les impacts, il faut aussi dire la vérité sur ce que seront les impacts pour les Français, pour leur mode de vie, pour le prix de l'alimentation, pour la capacité à avoir accès à l'eau, pour la capacité à se loger. C'est vraiment des impacts extrêmement importants et donc il y a un pragmatisme à avoir, mais aussi un réalisme par rapport à l'avenir. Oui, mais il faut dire la vérité aux Français quand on propose des mesures radicales. Quand on propose l'interdiction de certains produits, il faut dire l'impact que ça aura pour le pouvoir d'achat des Français. Voilà. C'est dans cette tension-là que quand on est aux responsabilités, on doit être dans cette réalité face au changement climatique et puis expliquer que les transitions, ça prend du temps et pourquoi. Et vous avez dit la transition professionnelle et les reconversions. Oui. Voilà. C'est un sujet en tout cas qui, vous l'avez tous dit, intéresse beaucoup les Français, qui va intéresser notamment beaucoup lors de la prochaine campagne des municipales. C'est sur ce sujet d'ailleurs que Steve Jourdain a tout à l'heure interviewé Bruno Sido, sénateur Les Républicains de la Haute-Marne, salle des conférences. Oui, Bruno Sido, ce conseil de défense écologique, ces mesures promises par Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est purement électoraliste à 1 mois des élections municipales maintenant? Non, je ne pense pas que ce soit électoraliste. Il y a une réalité, c'est que le climat change, se dérègle, que la mer de glace fond, c'est pas la première fois d'ailleurs, que la mer monte, on le mesure, que les vendanges se font plus tôt, enfin bref. Le climat change et il faut réagir. Ce qu'il y a d'un peu désespérant dans cette affaire-là, c'est que j'ai entendu les chiffres tout à fait dernièrement. L'Europe a baissé sa production de CO2. Les États-Unis, curieusement aussi, grâce au gaz de schiste d'ailleurs. Et tout est annihilé par l'augmentation de la production de CO2 de la Chine, qui consomme tant et plus du charbon. Et par conséquent, il y a une réalité, il y a une urgence. Plus d'ailleurs, je dois dire que plus on ira vite, moins ça coûtera cher et moins les effets seront graves. Et donc, inversement, si on n'agit pas, ce sera encore plus grave et encore plus cher. Il faut faire plus, il faut agir plus vite. Mais par exemple, l'extension des aires protégées à 30% du territoire, bonne ou mauvaise mesure selon vous? Écoutez, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient de créer, par exemple, en Haute-Marne, un parc national de la forêt. C'est une très bonne initiative, issue du Grenelle de l'environnement, et donc il faut avoir des initiatives de ce genre. On sait par exemple que les golfs en milieu urbain, c'est une bonne chose, malgré la consommation d'eau, malgré un certain nombre de choses. Et donc il faut faire en sorte, effectivement, que l'on consomme moins de terres agricoles, qu'on redensifie les villes, etc., etc. Si je comprends bien, il n'y a plus de distinction droite-gauche aujourd'hui en matière d'écologie? Pas vraiment, parce que quand il y a des évidences, des réalités, eh bien, il faut faire face et agir en conséquence. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiquement de droite en matière d'écologie? Non. En la matière, ce qui est de droite, c'est que on dit il y a une énergie qui répond à cette question, c'est le nucléaire. Pas forcément les éoliennes. Les gens,
la population commence à avoir une overdose d'éoliennes. Le photovoltaïque, ça viendra après, et ça ne règle pas toutes les questions. Et voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a la chance d'avoir une filière nucléaire efficace et propre en termes de CO2. Il faut la conserver. Il faut la conserver. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Tam. Voilà pour cette interview de Bruno Sido. On va pas revenir sur le débat sur le nucléaire, mais Hervé Kempf, une des choses qui marque, c'est tout de même qu'aujourd'hui, tous les partis se préoccupent de l'environnement. Ils ont dû aussi se convertir face aux attentes des électeurs. Ça doit vous... C'est plutôt une bonne chose. Ça me ravit. Je reviens sur la même idée, c'est que c'est les citoyens et les citoyennes qui poussent. Et parfois, ils poussent contre des projets totalement désastreux et inutiles. Et après, un gouvernement sage entend cette poussée. Et parfois aussi, ils poussent par les élections dans l'échelon municipal, qui est en plus celui où on sent que chacun et chacune, on a une possibilité d'agir. Voilà. Parfois, ils poussent sur des mesures écologistes. Vous savez que quand on ferme des usines qui font des touillettes en plastique, il y a des citoyens qui se mobilisent. Quand on veut généraliser de l'éolien dans beaucoup de régions, beaucoup de citoyens se mobilisent. Donc vous savez, quand on est aux responsabilités, on a affaire à ces deux types d'injonctions des citoyens. Et on doit faire des choix et des transitions qu'on explique. Donc il ne faut pas oublier de rappeler la mobilisation citoyenne contre. On doit décider des projets éoliens avec les citoyens, effectivement. On essaye de le faire. On essaye de le faire. Et dans ces cas-là, ça marche. Sur les municipales, effectivement, il y a une mobilisation très très forte, y compris, nous on le voit, des associations et des citoyens sur le terrain qui s'engagent et qui interpellent les candidats. Il y aura des actions vendredi sur la publicité. Le réseau Action Climat va évaluer les programmes des principaux candidats sur 10 villes. Justement, est-ce qu'il ne faut pas faire attention un peu au greenwashing de certains candidats? Parce qu'on découvre un certain nombre de candidats qui sont très très verts sur les 6 derniers mois de leur mandat. Justement, on va faire un décryptage sur les 10 principales villes françaises, sur les principaux candidats, en prenant des mesures du pacte pour la transition qui ont été conçues avec plusieurs organisations. Et on fera un suivi de la mise en œuvre, parce que c'est effectivement sur le suivi que c'est important. Mathieu Cuip, les citoyens donc ils disent leur grand attachement à l'environnement, mais est-ce que la question aussi c'est sont-ils prêts à faire les efforts nécessaires? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre le train plutôt que la voiture, à prendre moins l'avion, à acheter local et bio, tout ça? Il faut aussi se le permettre. Oui, il faut se le permettre, mais je crois que c'est aussi du rôle des pouvoirs publics, des collectivités locales de les accompagner. Et en réalité, il y a une vraie prise de conscience de la part de nos concitoyens sur tous les enjeux écolos. Moi, je dis souvent, il y a le choc du koala, quoi, la puissance du koala. On a vu les feux de forêt en Australie et tout le monde vous en a parlé du koala qui brûlait. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a une mobilisation des citoyens. Le symbole, c'est parfois utile. Mais c'est ça, le symbole est utile. Et il y a une réponse en réalité de quasiment l'ensemble des candidats, quel que soit d'ailleurs leur bord politique. Ça va du communisme jusqu'au Rassemblement national, de mobilisation sur les sujets locaux, environnementaux. Pas tous sont vraiment sincères sur le sujet. Je dis quand même que le sujet écolo n'est pas la propriété d'Europe Écologie Les Verts. Je trouve que c'est très bien qu'une partie de la gauche, que l'espace centriste, la République En Marche, le Modem et aussi une partie de la droite se convertissent. D'ailleurs, l'écologie du concret, du quotidien, c'est l'écologie des territoires. C'est eux qui sont en première ligne en réalité sur toutes ces questions-là de changement climatique. Et c'est bien que les candidats et les futurs maires soient sensibles à ces sujets-là. Le mot de la fin. Non, moi, ce que je peux regretter aujourd'hui, c'est que parfois Europe Écologie Les Verts profite de la cause écologiste pour faire une campagne anti-gouvernement ou anti-Macron. Et moi, je pense que ce sont des sujets qui devraient dépasser que le gouvernement n'en fait pas assez. Oui, mais peut-être, et soyons challengés. Mais en tout cas, je trouve qu'on devrait tous se rassembler pour essayer d'en faire plus, du consensus derrière des propositions pour avancer. Et quand c'est bien, être capable de le reconnaître. Et puis quand il faut aller plus loin, là aussi, nous aussi, on doit se challenger. Oui, aller plus loin, c'est d'ailleurs le nom de cette émission. Merci à tous les 4 d'avoir participé au grand débat d'Allons plus loin. D'abord, notre grand débat, nous revenons sur la réforme des retraites sous l'angle de son financement. Le sujet mobilise les oppositions, mais voilà que les députés de la majorité s'en mêlent et expriment à leur tour leurs doutes dans une lettre adressée mardi à Matignon. Pendant ce temps-là, le gouvernement a reçu aujourd'hui les partenaires sociaux pour faire le point sur les autres sujets qui coincent, notamment l'emploi des seniors ou encore la pénibilité. Résumé de cette rencontre par Paul Thierry. Édouard Philippe s'est montré satisfait à la mi-journée, à la suite des concertations avec les partenaires sociaux. Il évoque un bon bilan et des annonces qui se traduiront en amendements au projet de loi. J'ai également confirmé l'engagement du gouvernement de revaloriser sensiblement le minimum contributif de retraite. Quiconque partira à la retraite à partir de 2022, après avoir travaillé toute sa vie au SMIC,
percevra au minimum 1 000 € en 2022 et 85% du SMIC, soit environ 1 147 € à compter de 2025. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la transition progressive des 42 régimes vers un système universel, l'emploi des seniors et la prise en compte de la pénibilité, avec des points de blocage entre patronat et syndicats. D'une part, sur les questions de pénibilité, on n'a pas avancé. Le mode de prise en charge ou de prise en compte de la pénibilité demeure celui du C2P. La CFDT, elle a réaffirmé aujourd'hui qu'il n'y a pas de réforme des retraites justes s'il n'y a pas une prise en compte de la réparation pour les salariés exposés à des pénibilités. Et elle a redit aussi qu'il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités. De leur côté, les organisations patronales pointent le flou en matière de financement de la réforme. Nous demandons très fortement, pour ne pas dire que nous exigeons, un chiffrage précis des mesures sur lesquelles nous pourrions nous accorder, et a fortiori des mesures qui sont demandées par les organisations syndicales sur d'autres points, qui nous poseraient réellement problème si l'équilibre général, tel que défini dans cette lettre du Premier ministre, si l'équilibre général était donc remis en cause. Un bon bilan pour le Premier ministre, mais de nombreux points d'interrogation. L'examen du projet de loi reprend lundi à l'Assemblée nationale. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Alexia Germont, bonjour. Bonjour. Présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Également sur ce plateau, François Calfon. Bonjour. Conseiller régional d'Île-de-France et membre du bureau national du Parti socialiste. Bienvenue Éric Delannoy. Bonjour. Vous êtes économiste et président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. Et enfin, Benjamin Coria. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur de sciences économiques à l'université Paris 13 et membre des économistes atterrés. Première question. François Calfon, c'était quoi l'objectif de cette rencontre? Ça devait nourrir la discussion des députés, puis finalement on a plutôt l'impression que ça nourrit les fractures, les oppositions. En général, quand on avance dans la vie, c'est un mouvement naturel, la brume se soulève et puis on voit de la clarté. Et là, plus on avance, plus on a de la brume. C'est-à-dire qu'on avait une réunion qui, après la séquence de commission spéciale, on ne peut pas dire qu'on ait eu réponse aux questions. Et là, je ne suis même pas dans le jeu de figure de la France insoumise. On y viendra ensuite. Je suis sur les 16 questions du rapporteur général du budget, lui-même LREM, qui n'a pas réponse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu de figure qui dure depuis 10 ans, en réalité, entre les partenaires sociaux qu'ils n'ont jamais réussi à dépasser sur la définition de la pénibilité. Dans le travail, maintenant aux retraites, c'est un sujet indépassable. Et ce qui, finalement, nous angoisse collectivement, bien au-delà des forces politiques, c'est tout simplement que le brouillard se fait de plus en plus épais. Chaque Français sent qu'il peut y perdre, en tout cas ne voit pas comment lui-même est considéré. Alexia Germont, le bal des syndicats, il s'est transformé en concert de critiques. C'est le commentaire du Figaro aujourd'hui. C'est un commentaire assez bien vu, assez juste, sachant qu'il y avait aussi une course de la montre quand même, puisque l'objet de cette réunion ce matin était quand même aussi d'avoir un maximum de consensus pour que ça puisse se transformer en amendement potentiel de dernière minute. Ça paraît compliqué. Ce qui paraît compliqué, pour que ça soit déposé, pour que le texte soit déposé d'ici demain matin et pouvoir commencer une discussion dans l'hémicycle à partir de lundi. Donc on voit bien qu'on arrive au fur et à mesure, et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'au lieu d'avoir une éclaircie et en tout cas un peu plus de visibilité à chaque fois, on rajoute des couches complémentaires de complexité qui font qu'on a perdu le citoyen que nous sommes en cours de route. Benjamin Coria, le gros sujet de blocage ce matin, c'était notamment la pénibilité. La CFDT a dénoncé le blocage du patronat sur ce point. Le problème de la pénibilité, c'est que cela impacte l'espérance de vie. Est-ce qu'on sait de combien? Est-ce qu'on a des données un petit peu là-dessus? Moi, je n'ai pas de données particulières. Maintenant, la vraie question qui est là derrière, c'est que on a prétendu, à travers, j'ai envie de dire, le mot d'ordre de l'universalité, faire table rase de tous les compromis qui avaient été passés laborieusement, et j'ai presque envie de dire sérieusement, métier par métier, et souvent difficilement, d'ailleurs, pas forcément dans le consensus, contrairement à ce qu'on croit. Oui, des combats. On a voulu faire table rase de tout ça, et puis maintenant ça revient comme un boomerang. Ça veut dire que, on a découvert que les danseuses de l'opéra pouvaient pas partir en retraite à 65 ans. On a découvert que, et c'est encore en cours, les
les éboueurs qui respirent ce qui respirent toute la journée, ou les égoutiers, ne pouvaient pas partir en retraite à 64 ans. Bon, donc voilà, c'est un véritable boomerang, c'est-à-dire que le niveau, tout à l'heure on parlait de brouillard, mais le niveau d'impréparation pour une réforme de cette ampleur est tel qu'on a, je ne vais pas dire un boomerang, mais des boomerangs qui reviennent tous les jours. Oui, Éric Delannoy, effectivement, c'est le retour de bâton. Il faut dire que c'est une demande légitime d'avoir des départs de retraite différenciés selon des critères de pénibilité. C'est le cas de 20 à 25% des salariés du privé qui bénéficient aujourd'hui de ce départ anticipé. C'est normal de vouloir conserver ça dans le système universel. Bien sûr. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a ces conférences qui sont en train de se mettre en place. Enfin, il y a des mots magiques qui sont en train de tourner, amateurisme, tous ces sujets-là. Enfin, faut voir sur à quoi on s'attaque. On s'attaque à ce qu'aucun gouvernement depuis 20 ans n'a voulu s'attaquer. Oui. Donc c'est quand même un point qui est quand même très important. Aucun n'a voulu s'attaquer à ça. Vous saluez cet effort? Moi, je salue non seulement cet effort, mais en plus, je salue le fait simplement que ça ne peut pas se faire en 6 mois, ça ne peut pas se faire en une séance, ça ne peut pas se faire en 3 séances. Très bien. Donc, mécaniquement, il faut qu'on accepte de donner du temps au temps, ce qu'aujourd'hui, personne ne veut. À chaque fois qu'il y a une sortie qui est faite, on prétend qu'on va dans le brouillard, etc. En fait, il y a des sujets qui sont mis sur la table qui n'ont jamais été ignorés. Si vous lisez le rapport Delevoye, il y a toutes les situations qui avaient été évoquées. Il y a des aspects techniques. Il n'y a aucune réponse qui n'avait été apportée. Il avait été bien dit. Il avait bien été dit qu'il y aurait une négociation complémentaire avec. Mais bien évidemment, aujourd'hui, il y a une espèce de consensus mou autour du fait que de toute façon, quand on veut changer les choses, on n'est pas toujours d'accord. Il est dur. Non, mais enfin, faut être clair de ce à quoi on s'attaque. Moi, j'ai travaillé avec l'Agirc Arrco. Je peux vous dire que quand le système à points est en place, le système à points est très efficace. Aujourd'hui, il existe depuis 20 ans et il concerne 16 millions de personnes, donc on ne peut pas dire que c'est une petite expérimentation qui a eu lieu. Il y a des choses à régler, c'est normal, et il faut les régler, et ça prendra du temps pour les régler. D'accord, François Calfon. Bon, d'abord, sur le mot d'amateurisme, je vous renvoie à l'auteur de l'amateurisme, c'est Emmanuel Macron qui dit « Nous, on doit être fiers d'être des amateurs et on a viré les professionnels. » Bon, voilà où nous en sommes. C'est lui qui le dit, puisque vous dites c'est... C'est ce qu'il a dit mardi devant les députés de la République En Marche. Ce terme, mais après tout, pour une fois, il a la clairvoyance du terme. C'est du vrai travail d'amateur. C'est la deuxième chose, parce que je suis pas là pour faire du bashing, etc. Il faudrait prendre le temps. Et en réalité, quel que soit l'objectif, parce que finalement, retraite à point ou pas à point, il faudrait être capable de dire, quand on est responsable de temps en temps, on peut reconnaître ses difficultés, voire ses échecs. Mais ils le reconnaissent. Je n'ai pas l'impression. On met les choses à plat, et on reprend toute cette réforme, parce qu'en réalité, le rapport Delevoye, ça va caler des armoires, c'est sympathique, mais rien n'a avancé en termes de construction de consensus. Moi, je veux être très pratique et très pragmatique. Il y a une étude d'impact. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale déclenche une commission d'enquête, puisqu'il apparaît que plus que l'amateurisme, il y a même des cas qui ont été plus ou moins trafiqués. Déjà, posons-nous collectivement, vous voyez, je ne suis pas dans l'émeute, posons-nous collectivement pour construire une réelle étude d'impact. Parce qu'aujourd'hui, on fait des réunions tant qu'on veut, le diagnostic partagé sur l'état des finances, il n'est pas posé. Bon, après, tout le reste, c'en est un par jour. Je vous donne la dernière, c'est Emmanuel Macron en comité restreint, comme ça informe nos téléspectateurs, il s'aperçoit que tout simplement la retraite à 1 000 euros, pour tout le stock, comme il dit lui-même en économiste, des agriculteurs, ils ne seront pas concernés. Donc voilà, on parle d'une retraite plus égalitaire, on parle d'un socle commun qui, en soi, n'est pas une mauvaise idée. Même là, ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez bien, ce n'est pas simplement le consensus mou pour être contre, c'est à chaque fois qu'on soulève une feuille, il y a un problème et un gros problème. Ce n'est évidemment pas le consensus mou, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais en l'occurrence, ce que je trouve très dommage pour notre pays, c'est que c'était une réforme qui était très attendue par un certain nombre d'entre nous, en tout cas dont je faisais partie, parce que c'est vrai qu'il pouvait y avoir des choses qui devaient être améliorées. La réforme par points, pourquoi pas. Le rapport Delevoye, exactement. Le rapport Delevoye était une bonne base de discussion. Mais cela dit, le problème, et c'est d'ailleurs soulevé, parce que quand on a lu l'avis du consultatif du Conseil d'État, alors là, en tant que juriste, c'est absolument incroyable de lire des paragraphes de ce type-là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a à la fois les 29 ordonnances qui sont susceptibles d'être prises, qui sont vraiment pointées du doigt. Il y a un manque sur le financement, et c'est ça, moi, un titre, je veux dire, en termes de projection financière pour France Audacieuse, c'est ce qui nous gêne le plus. Après, bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des avancées à certains moments, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a un pays qui
par la mise en place de cette réforme, a été fracturé en plus, alors que nous n'avions pas besoin de cela. Benjamin Corriat. Je peux que approuver la dernière partie de ce qui a été dit. Tout à l'heure, j'ai parlé de déni et de boomerang. Maintenant, je vais dire autre chose qui explique en partie la situation dans laquelle nous sommes. C'est qu'il y a eu un télescopage. C'est-à-dire qu'on nous a annoncé une réforme qui devait être par essence, par nature, systémique, c'est-à-dire mettre de l'ordre, de l'universalité, de l'égalité, de l'équité, etc. Et puis petit à petit, on a vu réapparaître un ensemble de considérations absolument entièrement budgétaire, un premier âge pivot, un paramétrique, un deuxième âge pivot, toute une série de mesures sur des questions aussi fondamentales que quelle est la valeur du point. Aujourd'hui, 2 ans et demi après, on apprend que sur la question de la valeur du point, on ne sait pas comment il va être établi, parce que un indicateur qui n'existe pas. Moyen d'activité. Non, il y a quand même le cadrage. Attendez, non, c'est un indicateur qui n'existe pas. On va en parler. Il n'existe pas. Il devra encore être fabriqué. Ça veut dire qu'on discute d'une réforme, sur laquelle la valeur du point qui détermine absolument parce que l'indice lui-même, vient d'apprendre que c'est à partir d'un indicateur qui n'existe pas. Non, mais ce qui est pire, c'est qu'il n'y a pas de commande à l'INSEE pour le construire. Donc là, on va en parler, Benjamin. C'est flippant. Non, c'est simplement pour dire que on est en pleine confusion et que ceux qui demandent du temps, on ne veut pas leur donner, parce que ce qui est en cours, c'est un processus de passage à travers le législatif pour aboutir à un vote extrêmement rapide, alors que rien n'est réglé et comme vous le rappelez vous-même, 29 ordonnances vont décider de tout et n'auront jamais été discutées. Je veux dire, on est dans une situation impossible. Et si elles ne sont pas prises, les articles législatifs je vous interromps une minute car nous allons, salle des conférences, recueillir une réaction de sénateur à cette actualité. Il va plutôt être d'accord avec vous, Benjamin Corriat, je crois, puisque Fanny Conqui est avec le sénateur socialiste Rachid Temal. Rachid Temal, on l'a vu après cette réunion à Matignon sur la réforme des retraites, il y a encore un point de blocage, notamment la pénibilité. Qu'est-ce qui bloque? On en revient toujours à cette question du financement. C'est beaucoup plus large que ça. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont compris quelque chose de simple. À la fois, le gouvernement souhaite qu'ils travaillent beaucoup plus longtemps, parce que je rappelle qu'à terme, c'est 67 ans, et en même temps, il y aura une baisse des pensions. Et donc, les Français sont opposés à cela. Sur les dossiers, vous voyez, sur la pénibilité, on le sait bien, c'est un des vrais problèmes. Aujourd'hui en France, il y a une durée de vie différente, ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, en fonction que vous soyez ouvrier ou cadre. Parfois de 6 à 11 ans. Et donc, ce que nous demandons, ce que demande, je crois, ce qui est entendu, et ce qui a été voté dans le précédent quinquennat, c'est que la pénibilité soit intégrée et faire en sorte que ceux qui ont des travaux pénibles puissent partir beaucoup plus tôt en retraite. Ce gouvernement les a supprimés, la question des pénibilités, les 4 critères, et aujourd'hui refuse de les réintégrer. Et je crois que c'est une demande légitime. Mais au-delà de ça, vous voyez bien, il y a mensonge et il y a en plus, j'allais dire, incompétence. Mensonge pour une raison simple, on nous a vendu, le gouvernement a vendu aux Français le fait qu'il fallait faire que l'inflation était remplacée par les salaires pour faire l'indexation des pensions de retraite. Sauf qu'aujourd'hui, on découvre, en écoutant les différents ministres, que finalement, le fameux index ne sera pas finalement sur les salaires, mais sur un index qui reste à construire. À définir, et donc finalement, ce qui est la base minimum n'est toujours pas abouti. Il y a eu mensonge et aujourd'hui incompétence. Et c'est pour ça que les socialistes ont demandé à l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur cette fameuse étude d'impact, parce qu'on voit bien, comme l'a dit le Conseil d'État, ce n'est ni sérieux économiquement, ni sérieux juridiquement. Et aujourd'hui, je crois que la chose à faire, c'est de retirer le projet. Je crois que c'est ce que les Français attendent et je pense qu'il faut maintenant apaiser le pays. Il faut que le gouvernement entende cela. Oui, on l'a vu, il y a aussi des députés de La République En Marche qui posent des questions, qui ont envoyé une lettre au Premier ministre. Pour vous, la réponse, c'est ça, c'est ce que vous disiez, c'est de reculer, alors qu'on voit que le gouvernement est quand même prêt à avancer. Le projet arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, en séance. Vous pensez que le gouvernement peut encore reculer? Et vous le dites vous-même. Les questions que nous avons posées, nous, sur les aspects économiques qui ne sont pas sérieux. Vous avez vu aujourd'hui, le rapporteur général du budget LREM pose les mêmes questions. Même lui, même la majorité s'interroge. Il faut maintenant retirer ce projet. Il est encore temps, sinon je crois que ce sera difficile pour cette majorité de maintenir son projet et je crois de maintenir une fin de quinquennat acceptable. Merci Rachid Temal d'avoir répondu à mes questions.
Merci Fanny. Effectivement, ils ont apporté de l'eau au moulin de l'opposition. Ces 2 députés de La République En Marche, dont le nouveau rapporteur du budget, qui ont écrit au Premier ministre pour soulever de très nombreuses questions. Il y en a 2 pages, alors voici quelques exemples. Quelles compensations financières seront nécessaires pour ne pas dégrader les salaires nets de la fonction publique? Ou encore, quels impacts la réforme aura-t-elle sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale? Et voyez encore cette 3e question. Quels enjeux financiers représentent les hausses des salaires des enseignants? Éric Delannoy, ce sont des questions légitimes. Ah bah oui, ce sont de très bonnes questions, mais vous savez, dans un projet aussi complexe que celui-là, si vous avez lu le rapport, mais elles sont légitimes. En quoi le fait qu'il y ait des députés de la majorité qui posent ces questions-là au gouvernement, le législatif qui interroge l'exécutif, ça pose problème. Ça montre au contraire qu'il y a une volonté que ça avance. Mais non, mais attendez, de toute façon c'est simple. Hein. À chaque fois qu'on pose une question, c'est que c'est pas prêt. Si après on va dire que finalement le projet il est pas mûr, donc on va se donner encore un peu plus de temps, ça sera une reculade. Bref, on est dans le rapport de force, on n'est jamais dans la construction. Cette lettre-là, c'est une lettre constructive qui pose des bonnes questions. D'ailleurs, dont certaines ont déjà quelques réponses. Ça serait intéressant là. Que ce soit des députés de La République En Marche qui le posent, en quoi c'est problématique? Mais non, mais on n'a pas du tout dit ça. C'est problématique. Mais si, c'est vécu comme étant, mais regardez, même dans la majorité... On va peut-être savoir développer une pensée sans que vous la commentiez avant même qu'on l'ait exposée. Non, mais on n'arrête pas de dire ça dans la presse. Vous êtes plus sur finalement une forme de commentaire sur les postures des uns et des autres. Rentrons sur... Mais parce qu'on est beaucoup dans la posture. Moi, je vais rentrer sur le fond, si vous me laissez parler. Je vais rentrer sur le fond. Si vous me laissez parler. La parole à François Calais. Tout le monde, de gauche, de droite, libéral, étatiste, keynésien, j'en passe, c'est les meilleurs. On nous a expliqué qu'on compenserait, puisqu'on va calculer le salaire, la pension de retraite des fonctionnaires, non plus sur les 6 derniers mois, mais sur les 25 meilleures années, que ça posait un problème pour les enseignants. En fait, ça pose un problème sur toute la fonction publique d'État. On a focalisé sur les enseignants parce que leur prime n'était pas intégrée. Ça fait des mois et des mois que M. Blanquer a eu plusieurs versions. Ça va coûter 10 milliards sur 15 ans, puis ensuite 500 millions par an. Enfin bref, le parlementaire, qu'il soit de gauche, de droite, du centre, le français, il est en droit de savoir quel est le coût budgétaire, parce que c'est bien... Mais qu'est-ce qui se passe si l'état du projet ne permet pas de le faire? C'est la première question, parce que je fais l'exégèse. Je fais l'exégèse. Qu'on en soit maintenant à ce que le rapporteur du budget, à ce stade, interpelle, alors que ça fait 6 mois qu'on pose la question, c'est une difficulté. Sa deuxième question, elle n'est pas anodine. Elle est sur les relations sincères entre le budget de l'État et les budgets sociaux. Pourquoi? Parce que l'état des finances, finalement, du système général de retraite, s'il est en déficit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une non-compensation d'un certain nombre de mesures décidées par l'État. Et on voit bien que si vous augmentez les salaires pour maintenir un niveau de pension valable pour les fonctionnaires, eh bien, vous faites payer finalement par le contribuable un certain nombre de choses. Voilà des questions légitimes. Bien sûr, moi, je ne suis pas dans les postures et je regrette et je suis même un peu angoissé que nous en soyons simplement là à ce stade de la discussion. Si on revient un peu sur le fond, notamment en ce qui concerne les enseignants, je trouve qu'en matière de méthode, c'est là où il y a quelque chose qui a été mal embranché finalement. Parce qu'on voit bien qu'on a rajouté, avec la revalorisation des salaires, on a rajouté une modification très substantielle, à une autre réforme elle-même très substantielle. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, une fois de plus, a mentionné qu'on n'avait pas le droit de flécher, puisque ça nécessitait derrière une difficulté législative. Oui, Benjamin Corrière. Mais comment dire, il est absolument clair. Tous les jours, il y a un nouveau lapin qui apparaît. Et pas des petits lapins, des troupeaux de lapins. L'exemple qui vient d'être donné, c'est celui de la valeur du point, c'est-à-dire vraiment de la chose la plus fondamentale. Et vous me dites, on continue, il faut voter. Vous voyez bien que rien n'est prêt, que le Conseil d'État ne garantit pas la validité juridique du texte. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que demain, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle des lois qui auront été votées seront invalidées par le Conseil constitutionnel. Et nous sommes 2 ans et demi après le démarrage de la réflexion sur le sujet. Mais si vous permettez, je voudrais finir. La solution n'est pas de courir en avant, comme pour la finance avec sa bicyclette, parce que tant qu'on roule, on ne tombe pas. La question, c'est d'éviter de tomber. Ça veut dire que clairement, il faut mettre ce projet de côté, se réunir, discuter sérieusement et ne rentrer au Parlement qu'avec un texte dans lequel il y a des financements prévus, il y a un équilibre prévu, il y a des garanties données et pas une situation dans laquelle
lesquels, comme aujourd'hui, on risque de voter un texte dans lesquels 29 ordonnances vont modifier tout son contenu et dans lequel le Conseil d'État dit « je ne garantis rien du tout sur ce texte ». C'est une pure folie. Un mot de politique. François Calfon, comment est-ce que vous interprétez cette lettre? Est-ce que pour vous, il y a un début de fronde dans La République En Marche ou pas? J'aime pas le mot fronde parce qu'il est tellement connoté par rapport au précédent quinquennat. Certes. Je pense qu'il y a simplement des parlementaires qui font leur boulot. Oui. Voilà. Et que les gens... oui, mais c'est pas habituel. Je suis d'accord avec vous, c'est pas habituel. Oui. Non, mais d'accord. C'est pas arrivé depuis 30 ans, je suis d'accord. Et si vous voulez, je trouve qu'il faut mettre en contraste... Il n'y en a que quelques-uns dans la majorité. Il n'y a pas forcément de rapport, mais les deux images sont impactantes. D'un côté, dans une sorte de one-man show, Emmanuel Macron qui leur dit, parce qu'il a dit ce soir-là, il faut très vite passer à autre chose. Mardi devant les députés de La République En Marche. Je ne peux pas prendre le temps. Il faut très vite passer à autre chose. On en a soupé des retraites, avec beaucoup de parlementaires qui sont encore dans un système de fan club. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, ils font des selfies devant le président. Est-ce que c'est dans le propos? Et puis, il y a quelques parlementaires qui font leur boulot. Alors, peut-être que les deux parlementaires en question ne sont pas dans finalement un mouvement de séparation. Mais je pense que s'ils n'ont pas leur réponse, c'est un processus intellectuel, législatif, qui peut produire ce qui s'est passé par ailleurs au sein de ce groupe. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui votent avec les pieds, un par jour ou un tous les 2 jours, de ce groupe. Je vais vous donner la parole, mais juste vous faire réagir tout de même parce que Édouard Philippe est revenu lui aussi sur cette lettre ce matin. Pas une once d'agacement chez le Premier ministre. On l'écoute. Je prends cette lettre comme le fait que cette attention permanente que je porte aux questions d'équilibre financier et de responsabilité financière, attention permanente qui est systématiquement rappelée par le président de la République, que cette attention permanente est partagée par les députés de la majorité. Et je m'en réjouis. Oui, bravo. Alexia Germont. Non, mais il est dans son rôle d'apaisement. Je crois qu'en toute liberté de ton, il y a un certain nombre de députés qui font correctement leur travail. Et pourquoi? Qui posent les bonnes questions. Et qui posent les bonnes questions. Absolument. Mais pourquoi à ce moment-là? Parce que tout simplement, au fur et à mesure que tout le monde rentre dans la difficulté, dans la complexité du texte, on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont adressés, et puis il y en a d'autres sur lesquels on doit encore travailler. Donc la question après, c'est dans le temps et dans le calendrier politique et dans le tempo qui est souhaité par le président de la République. On voit bien que là, il y a un blocage parce qu'il ne peut pas utiliser le 49.3. Il peut pas. La question, c'est de savoir ça serait donner raison à l'opposition. Exactement. Il ne peut pas non plus suspendre pendant les élections municipales. Et s'il veut essayer de tout faire passer en même temps, il prend aussi un risque politique. Donc c'est compliqué. Non, mais il n'y a pas la volonté de passer par le 49.3, il y a la volonté justement d'aller sur le débat. Enfin, ce débat, il faut l'avoir. Et contrairement à ce que l'on dit, c'est pas parce qu'il va y avoir un vote à l'Assemblée nationale qu'on fige les données, puisque la vote à l'Assemblée nationale va faire l'objet d'une 2e lecture, potentiellement une 3e lecture. Il y aura de nouveau une commission spéciale. On a du temps. Donc ce temps, il faut le prendre. Mettre le projet de côté, c'est faire une vote politique doublée du fait que ce sera un projet qui ne sera plus à l'agenda. Ce projet, il faut le laisser à l'agenda et puis il faut y aller. Il faut bosser. En tout cas, les questions, c'est une bonne manière de bosser. Les réactions que vous avez, c'est une bonne manière de bosser. Tant qu'on n'a pas bossé, on vote avant de bosser. C'est ça votre recommandation? Mais non, pas du tout. Non, c'est de voter, continuer à bosser, revoter, continuer à bosser et revoter. C'est pas pareil. On vote à l'aveuglette. Non, on vote pas à l'aveuglette. Bien sûr qu'on vote à l'aveuglette. Non, il y a des principes clés. Prenez la question de la valeur du point. Par exemple, si on prend la question de la valeur du point, on a découvert que c'était donc un indicateur qui n'existe pas encore. Qu'est-ce qui vaut mieux sur la valeur du pied? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des principes extrêmement clairs sur le fait que cette valeur du point sera indexée pour faire en sorte qu'elle ne baisse pas? Mais ça, c'est pas clair. Ça, c'est pas clair. C'est clair, ça a été rappelé par tout le monde. On vient de découvrir un nouvel indicateur qui n'existe pas. Non, on a découvert un indicateur qui n'existe pas, vous avez raison, mais moi, ce que je suis en train de vous dire... Avouez qu'on dirait du Raymond DeVos, quand même. C'est faux ce que vous dites. Non, je ne suis pas d'accord. Il a été rappelé par tout le monde, y compris d'ailleurs par Blanquer et par chacun des ministres concernés, que la valeur du point, et il l'a rappelé, ne baisserait pas. Maintenant, est-ce que c'est
important de pouvoir dire ça et de se dire on va se laisser du temps et de se laisser du temps pour trouver le bon indicateur avec le temps, ou de se dire on se précipite sur des indicateurs parce qu'il y a des besoins et que finalement on ne sait pas ce que ça donnerait et du coup on en changera tous les 5 minutes. Moi je ne suis pas favorable à définir un indicateur tout de suite. Très vite, ce qui est totalement irresponsable, c'est d'engager toute une nation autour d'une valeur du point qui n'est pas définie et qui, au jour du vote, n'est toujours pas définie et qui vient de changer. Parce que ce qui avait été dit jusqu'à présent, c'est que, vous permettez, c'est que ça soit indexé sur les salaires. Maintenant, c'est sur le revenu d'activité moyen, indicateur qui n'existe pas. Et les premiers calculs faits par des gens de l'INSEE et de l'OFCE, c'est que ça touche 0,4% de pouvoir d'achat. Oui. Mais je comprends que ça vous dérange pas. Mais je comprends que ça. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on met en ligne rouge le fait que le point ne baisse pas. C'est ça qui m'importe aujourd'hui. Il y a juste un problème de méthode. Nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, il y a 67 millions de Français qui potentiellement seront en retraite, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Ils vont partir dans un truc à l'aveugle, un peu comme... Pour le moment à l'aveugle, laissez du temps. Pour le moment. Un peu comme Christophe Colomb et tous les découvreurs de nouveaux continents dont on n'a pas retenu le nom parce qu'ils ne sont pas revenus. Hein. Et c'est comme ça qu'on veut finalement sécuriser les Français au terme d'un parcours extrêmement anxiogène. Vous n'aurez pas quitus d'ailleurs. Les sondages de plus en plus rejettent cette réforme. Pas parce qu'ils sont contre la mobilisation. Pas parce qu'ils sont contre fondamentalement le régime par points, ils s'en fichent un peu, mais parce que ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Et ce qu'ils voient, c'est que le régime n'est ni universel, qu'il ne conforte pas la répartition, puisque les hauts cadres. Il n'est pas universel. À partir du moment où vous avez une partie des gens qu'on bascule dans la capitalisation en perdant 3,7 milliards par an de recettes, c'est faux. C'est pas faux. Les économiques sont fausses. Si on revient au caractère anxiogène. C'est l'Agir Carco qui a fait l'étude. Oui, mais je sais très bien. Allez, un dernier mot, Alexa Germont. Oui, si on reparle quand même du caractère anxiogène, ce qui est vrai, c'est que depuis le début, ce qui a manqué, au fait, dans le côté très pédagogique qu'on aurait pu avoir sur cette réforme, c'est un simulateur fiable. Vous ne pouvez pas faire de C'était incapable. Bien sûr, mais il y a un moment. Et c'est normal. C'est normal. Je peux finir. Bien sûr. Il y a un moment où, quand vous avez l'envie et l'objet qui est complètement de basculer d'un système, mais totalement mis à bas pour rentrer dans quelque chose qui n'est pas certain, la seule façon de rassurer la population pour qu'elle adhère, c'est qu'elle puisse se projeter. Parce qu'autrement, vous avez le côté très anxiogène. Et ça, je suis d'accord. Mais pour ça, ne le fait pas, ça veut dire que ça n'est pas mûr. Il y avait une manière de le faire, c'était de revenir sur les principes et d'être d'accord sur des principes. Ça n'a pas été fait parce qu'on n'a pas voulu... Éric Delannoy. Alors, et la seule façon de réussir également à rassurer les parlementaires, c'est de leur donner du temps. Écoutez d'ailleurs ce qu'on a dit hier Gérard Larcher qui était l'invité de notre émission Questions aux sénateurs. Regardez nos collègues députés, et je le dis vraiment avec respect pour eux, ils vont voter dans le noir. Nous allons voter avec plus de lumière, puisque la conférence de financement aura avancé. Mais je dois dire qu'il y a quelque part une forme d'approche viciée de ce que doit être un débat parlementaire. Alors, est-ce qu'on peut travailler correctement en travaillant dans le noir? Benjamin Corriat, il apporte de l'eau à votre moulin. Gérard Larcher. Sur la question du caractère anxiogène, il est d'autant plus légitime, d'une certaine manière, qu'on a toute une série de catégories de gens qui sont en bataille pour obtenir le maintien de leur système ou quelque chose d'équivalent. Et la seule chose qu'on peut leur dire pour leur rassurer, c'est « ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas pire ». C'est la seule chose qu'on peut leur dire. Et pour arriver à ça, il faut être descendu dans la rue pendant 40 jours, avoir jeté ses robes d'avocat et l'ont pas encore obtenu devant le ministre, avoir fait Pourquoi, d'après vous? Parce qu'on est incapable, d'assurer la moindre garantie sur ce système. Non, mais si vous prenez l'origine sur les avocats, la première chose qui a été faite quand M. Delevoye a voulu mettre ça sur l'ordre politique, c'est de commencer par des fake news
qui racontait n'importe quoi. Qui racontait n'importe quoi. Non, mais écoutez, non, mais ayez un peu de respect. Mais non, je n'ai aucun respect pour la manière dont le débat. Vous n'avez pas de respect pour 3000 avocats et vous allez leur expliquer à eux ce qu'est le régime. Mais attendez. Non, je suis en train simplement de dire. Je suis en train simplement de dire que pour qu'une réforme aussi compliquée que ça puisse se passer, il faut se donner du temps et travailler sur la trajectoire. Les avocats aujourd'hui, il y a des choses qui sont, il y a des propositions qui sont sur la table. Ils sont pas loin de trouver des accords. Maintenant, je veux dire, au départ, on a raconté n'importe quoi. Le doublement des subventions sur les fake news. Il y a autre chose. Il y a le président du Sénat qui parle. Ah oui, parce que ça a été quand même. Excusez-moi. Non, mais vous n'allez pas le nier quand même. Vous n'allez pas le nier. Supporter qu'on n'ait pas la même opinion. Juste. Alors, je vais parler plus fort. S'il vous plaît. Vous avez votre obsession. Moi, j'ai une obsession, c'est celle de la démocratie. Et les principes simples qui ont été posés avec les textes à trous, avec les études d'impact, ni faites ni à faire remarquer par le Conseil d'État, c'est comment voulez-vous que la souveraineté nationale qui s'exerce par l'intermédiaire de ses représentants puisse s'exercer? Est-ce qu'il est normal et sain en démocratie, après autant d'angoisses populaires, fake news, true news, ensemble des news, on a entendu tout et son contraire, que la représentation nationale puisse se prononcer sur des choses qui sont avec 10% d'informations, avec un trou noir. C'est un problème, au-delà, c'est un problème démocratique et de cohésion sociale et j'ai envie de dire civique, qui devrait nous amener tous à dire il faut reprendre les choses à la base. Et juste, et les 22 000 amendements dans ce contexte, vous estimez quoi? Que c'est le jeu ou que ça n'arrange rien? C'est pas notre méthode. C'est ridicule. C'est juste ridicule. Okay, juste prétendre qu'on veut. Non, mais vous êtes pénible, hein, franchement. Non, mais je suis désolé. J'essaie de répondre à une question qu'on m'a posée pour mon parti politique. Donc je dis, ça n'est pas notre méthode. Oui. Par contre, notre méthode, c'est de déclencher une commission d'enquête sur une étude d'impact dont nous pensons qu'il y a des choses qui ne sont pas justes et nous pensons qu'il y a des choses qui même ont été trafiquées. Alors, dernière réflexion un peu générale d'un ancien avocat qui va bientôt reprendre la robe, quand même. Je crois que le divorce, justement, avec Emmanuel Macron vient du fait que pendant la campagne électorale, le candidat Emmanuel Macron a mis en avant deux valeurs qui étaient vraiment très chères aux avocats, qui sont la liberté et la responsabilité. Or, dans la mise en œuvre de cette réforme des retraites, mis à part le fait qu'on a considéré que la caisse autonome pouvait être un puits sans fond dans lequel on pouvait puiser, on a surtout mis de côté plus d'un million de personnes en profession libérale en ne reconnaissant pas justement cette spécificité. Et c'est ça aussi qui est à l'origine du divorce avec Emmanuel Macron. Et ça se paiera quand même assez cher en termes politiques, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un électorat qui est venu à son secours au moment des présidentielles. Voilà pour l'avertissement d'Alexia Germont. Le mot de la fin, Benjamin Correa, très rapidement. Non, bien, le mot de la fin, c'est simplement pour dire que ce qui est vrai des avocats est vrai pour beaucoup d'autres catégories sociales, et qu'on est dans une situation de perte de confiance vis-à-vis de l'exécutif qui est absolument catastrophique. Et lorsque j'entends dire votons, sachant qu'il y a 29 ordonnances qui vont être prises derrière, on pourra toujours y revenir, je dis qu'on fait les choses totalement à l'envers. Il faudrait pour ça un fonctionnement parlementaire qui soit normal, parce que si on avait une commission qui avait fonctionné normalement sans les 22 000 obstructions par les filles, comment osez-vous dire ça? C'est dans la loi qu'il faut 29 ordonnances. Obstruction parlementaire ou pas obstruction parlementaire. Donc cessez de diffuser des fake news. D'accord? Les 29 ordonnances sont dans la loi, vous le savez ça ou pas? Vous pouvez avoir des réponses beaucoup plus claires s'il n'y avait pas 22 000 amendements. On aurait transformé les 29 ordonnances sur des financements. Le chemin parlementaire est encore long. Merci sur des financements qu'on ne connaît pas. D'avoir participé à ce débat très animé. Lundi, vous retrouvez Rebecca Fitoussi à 17h30 pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Demain, Oriane Mancini à 7h30 dans Bonjour chez vous a pour invité politique Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Très bonne soirée sur Public Sénat.